Bonjour, Jean-François Hachlouf, professeur agrégé de mathématiques en classe préparatoire et lycée, privé et public. Bienvenue sur Prépa Live, la prépa Sciences Po en ligne. Nous allons donc aujourd'hui corriger une partie de l'épreuve posée à Sciences Po Paris en 2019. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'exercice vrai ou faux. Alors attention, comme il était écrit, comme il était stipulé dans l'énoncé, pour les affirmations qui vous sont proposées, il faut dire si elles sont vraies ou fausses, mais il faut aussi justifier la réponse. D'accord? Alors on y va. Question 1. Les prix réglementés du gaz évoluent mensuellement. En mai 2018, 0,4. En juin 2018, 2,1. Et en juillet 2018, 7,45. L'augmentation cumulée sur ces 3 mois est de 9,95%. Donc, allons-y. C'est faux. En fait, il vous donne 9,95 parce que 9,95 c'est la somme des trois taux. Bon, c'est une erreur classique, il ne faut pas les sommer les taux, hein. Donc on passe par les coefficients multiplicatifs. D'accord? Donc on a 1,004, ça c'est pour mai. 1,0 combien? 21, ça c'est pour juin. Multiplié par 1,0745, ça c'est pour juillet. Et donc c'est environ égal à, vous sortez votre machine à calculer, hop, et vous obtenez environ 1,101. Donc l'augmentation globale est d'environ 10,1, on le lit là, hein, 10,1%. Donc la réponse c'est évidemment faux. Deuxième question. Deuxième question, suite croissante, c'est ça? Alors, toute suite qui tend vers plus l'infini est croissante. Bon, là, c'est grossièrement faux. Faux. On va produire ce qu'on appelle un contre-exemple, c'est-à-dire une suite qui va vers plus l'infini sans être croissante. Donc, on va prendre un égale moins n si n est inférieur ou égal à 10 et n si n est supérieur ou égal à 11. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, donc pour les grandes valeurs de n, c'est cette expression qui compte, c'est plus l'infini, donc elle va bien vers plus l'infini. Or, u0 égale 0 et u1 égale moins 1, donc u0 est strictement supérieur à u1, un n'est pas croissante. Donc vous avez des suites non croissantes qui tendent vers plus l'infini. Donc la réponse c'était faux. J'avais écrit, c'était évident. Troisième question. On a donc une suite qui est définie par récurrence. Donc U0 vaut 0. Pardon. Troisième question. U0 égale 0. Et quel que soit n, un plus 1 égale combien de un? 3un moins 2n plus 3. Et on vous demande de montrer que, éventuellement, hein, quel que soit n, un égale 3 puissance n plus n moins 1. Je revérifie. Bon, ok. Bon, alors, on peut vérifier ce qui se passe avec un peu de métier. On pressent que ça risque d'être vrai, qu'il va falloir faire une récurrence. Donc, on va vérifier ce qui se passe en U0. Ouais, ça marche. Donc, ça doit être vrai, ça. Je le tente. Sinon, on corrige. Alors, par récurrence, alors, on y va. U0 égale 0 et 3 puissance 0 plus 0 moins 1 égale 1 moins 1 égale 0. Donc, c'est OK. Soit n appartenant à grand N, supposons la propriété, enfin le prédicat vérifié pour n, 3 puissance n plus n moins 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Alors, un plus 1
égale 3un moins 2n plus 3. Ce qui nous fait 3 fois 3 puissance n plus n moins 1 moins 2n plus 3. Ça, on a appliqué ici l'hypothèse de récurrence. Ce qui nous fait 3 puissance n plus 1, donc ça c'est très bien, plus 3n moins 2n, donc plus n. Bon, et ça on l'arrange. Ça nous fait 3 puissance n plus 1 plus n plus 1 moins 1, à savoir le prédicat écrit pour n plus 1. Ça marche. Donc, d'après l'axiome de récurrence, la réponse est vraie. Alors, question 4. Affirmation, l'équation ln de 4x plus 5 plus ln de x plus 1 égale 1 possède exactement deux solutions réelles. Bon, ben là, on est obligé de résoudre. Ln de 4x plus 5 plus ln de combien? De x plus 1 égale 1. Donc, il est de bon ton de donner le domaine de définition. X doit être strictement supérieur à moins 5 car est strictement supérieur à moins 1. Donc, évidemment, l'intersection des deux, ça nous donne moins 1 plus l'infini. Donc, on va l'appeler 1. 1 équivaut à quoi? 1 équivaut à, on utilise la propriété fondamentale des logarithmes, ln de 4x plus 5 x plus 1 égale 1. Donc, ce qui équivaut à 4x plus 5 x plus 1 égale E. D'accord? Ce qui équivaut donc à 4x carré, les rectangles, plus 9x, plus 5 moins E égale 0. On calcule delta. Delta est donc égal à 81 moins 16 fois 5 moins E, ce qui nous fait 81 moins 6 fois 5, 30, 80, donc 1 plus 16 E, qui est strictement positif. L'équation possède donc bien deux solutions réelles. Hop, hop, hop. Sous réserve tout de même qu'elle soit supérieure à moins 1. On est d'accord? Eh ouais. Ouais. Donc là, on est quand même obligé d'en faire un petit peu plus. Donc, allons-y. Ah non, c'était un peu plus pénible que ça. Parce qu'attention, si vous trouvez des solutions qui ne sont pas dans l'ensemble des solutions, c'est mort. Donc les solutions sont x1 égale moins 9 moins racine, c'est celle-ci qui pourrait éventuellement poser problème, de 1 plus 16e. Alors attendez, parce que du coup j'avais fait le calcul vite en me disant que c'était bon. Quand même vérifier qu'on ne se soit pas planté. 9 fois 9, 81, moins 16, 1 plus 16e, voilà. Sur 8. Ce qui nous fait, non c'est fini, moins 9 huitièmes, moins racine de 1 plus 16e sur 8. Et ça, c'est évidemment strictement inférieur à moins 1, moins racine de 1 plus 16e sur 8. Et donc, c'est strictement inférieur à moins 1. Donc, cette solution n'est pas solution. Or, on a deux candidats simplement à la solution, puisque c'est une équation du second degré. Donc, c'est terminé. La réponse est fausse. D'accord? On passe maintenant à la question 5. La fonction définie sur R par f de x égale... Ouais, d'accord. C'est un problème de parité à tous les coups. Cinquièmement, f de x égale x exponentielle x carré. D'accord? Donc la courbe est donnée ci-dessous, d'accord? Les tangentes au point d'abscisse 1 et moins 1, les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, D1 est parallèle à D2 si et seulement si ces droites ont même coefficient directeur, c'est-à-dire f' de 1 égale f' de moins 1. Bon, deux solutions. Tu calcules f' de x et tu calcules f' de 1 et f' de moins 1. Et ça va marcher. Autre méthode pour montrer que tu as un niveau un peu au-dessus. F est clairement pair, impair.
j'ai donc quel que soit x appartenant à R, f de x égale moins f de moins x. Bon, f est dérivable. Donc, la fonction qui a x associe f de moins x est, j'écris dérivable comme ça, hein, d'accord, dérivable. Donc, on va dériver la relation 1. On dérive 1. C'est dérivable, donc tu peux, ça te fait f' de x égale moins la dérivée de f de moins x. Donc f' de moins x. N'oubliez pas que quand f est dérivable, f de ax, enfin u, vous l'avez dans le cours, quand u est dérivable, u de ax plus b, sauf s'il y a des problèmes d'intervalle, hein, mais là on est défini sur R, u de ax plus b est dérivable, et sa dérivée c'est u' de ax plus b fois a. Il faut sortir le a. Donc ici, le a, il vaut moins 1 fois moins 1. Donc ça te fait f' de x égale f' de moins x. Et là, en fait, tu redémontres un résultat général. Quand tu as une fonction paire ou impaire, les dérivées successives, ça alterne. D'accord? Dont, en particulier... Donc là, c'est juste pour montrer que tu es f' de 1 égale f' de moins 1. Que tu es au-dessus du niveau. Bon, et sinon, plus bêtement, tu calcules f' de x, d'accord? Mais ça marche, hein. F' de x te fait exponentielle x carré, d'accord? Plus x fois la dérivée de cette chose-là, c'est-à-dire 2x exponentielle x carré. Et tu calcules donc f de 1, f' de 1, qui est égal à f' de moins 1, et qui est donc égal à e plus 2e, ce qui doit faire 3e. Je suis allé un peu vite. Ça marche. D'accord? Donc, voilà, les deux méthodes. Celle-là est plus rapide, hein, si vous voulez, mais celle-là est plus futée. Et puis, c'est une idée à retenir, ça, pour plus tard. Donc, la réponse est vraie. Les droites sont parallèles. D'accord? C'était quand même l'occasion de faire un peu de mathématiques en proposant la première solution. 6e question. Ah, je déteste ce type de question. Vous avez donc un cycliste. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le cycliste? Il part de chez lui à 8 heures. Bon, je vais mettre les temps au-dessus, hein, d'accord? 8 heures. Il part de la maison. D'accord? Enfin, il part du point A. Et il doit parcourir 61 km pour arriver à son point d'arrivée, B. D'accord? Et donc, entre A et B, il y a 61 km. Ok. Son parcours est constitué d'une descente de 16 km. Qu'il parcourt à la vitesse de 80 km/h. Vitesse moyenne ou vitesse constante, peu importe. Ça va être constante là. Puis de 40 km de plat à 50. Un B c'est déjà pris, on va l'appeler A1. Donc là, il a 50 km à faire. Non, 40 km à faire, il ne faut pas se planter. Qu'il fait à 50 km/h. Et enfin, 5 km. Donc ça c'est B. 5 km à X km heure moins 1. Le cycliste sera à l'heure si et seulement si... Nanana. Donc il faut qu'il arrive 9h30. Ok. Donc on y va. On rappelle la formule V égale D sur T. Donc là, en l'occurrence, on aura T égale D sur V. Bon. Alors, la descente.
donc T1, si vous voulez, va être égal à 16, tout est en kilomètres, hein, 16 sur 80. 16 sur 80, ça fait 2 sur 8, ça fait 1/5. D'accord? 1/5 d'heure. Bon, on s'en fiche des unités là, hein. Enfin, bon, allez, si vous voulez. 1/5 d'heure. Ensuite, il a le plat. Donc là, c'est T2. Donc il parcourt 40 km à 50 km/h, ce qui fait 4/5 d'heure. Donc, le cycliste est au pied du col à 9 heures. Donc, le temps de montée, c'est donc, si vous voulez, T3. T3, il est égal à 5 sur X. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, 30 minutes, hein. On souhaite donc que T3, attention parce que ça c'est exprimé en heures, hein, soit inférieur ou égal à 30 minutes. Il est T3 inférieur ou égal à 30 minutes. 30 minutes, c'est une demi-heure à 0,5. Si et seulement si 5 sur X inférieur ou égal à 0,5. Si et seulement si 5 sur 0,5 inférieur ou égal à X. Si et seulement si X supérieur ou égal à 10 km/h. Donc la réponse est vraie. La 6e question, la réponse est vraie. OK? Voilà. Donc là, il ne faut pas s'embrouiller sur ce type d'énoncé. C'est le seul risque. 7e question. Bon, j'efface ici, hein, c'est bon. 7e question. Quelle est la 7e question? Ah oui. Alors, on a une fonction f. Elle est comment? À valeur réelle et dérivable sur R. Et quel que soit x, on a f' de x qui est égal à 1 plus f carré de x. Donc f de x, le tout au carré, hein. Et on sait que f de 1 égale 0. Bon, donc, soit x appartenant à R, on sait que f' de x, c'est 1 plus f carré de x. Ça, c'est évidemment positif. Donc l'ensemble est supérieur ou égal à 1, qui est strictement positif. Donc f est strictement croissante sur R. On est entre moins... Ah oui, sur moins 1, 0. Donc si x est compris entre moins 1 et 0, donc si x en particulier appartient à moins 1, 0, alors x est strictement inférieur à 1. Donc, f de x est strictement inférieur à f de 1 puisque f est strictement croissante. Et f de 1 vaut 0. Donc f de x est strictement négative. Donc la réponse c'est faux. Ah, un peu de proba. Ça manquait. Donc là, l'idée, c'était d'exploiter le fait que la dérivée était positive. Donc la fonction strictement croissante, comme elle est nulle en 1, avant, elle ne peut être que négative. Ok. Une urne contient n boules numérotées indiscernables au toucher. Une boule porte le numéro 10. Moi, je fais toujours un petit dessin, hein. 3 boules portent le numéro 5.
et les boules restantes portent le numéro 0. Donc les boules restantes, comme il y a n boules au total, c'est n-4 porte le numéro combien? 0. Alors, après avoir misé 1 euro, un joueur tire au hasard l'une des boules et remporte la somme affichée sur la boule. Attention, il a misé 1 euro. Hein. Le jeu est équitable. Donc le jeu est équitable, c'est une histoire d'espérance. Il faut que l'espérance soit nulle. Donc on note x, la variable aléatoire, d'accord, qui renvoie le gain du joueur. Donc x de oméga, c'est quoi? X de oméga, c'est s'il gagne 0, il a perdu 1. S'il gagne 5, il a gagné 4. S'il gagne 10, il a gagné 9 au total. D'accord? Donc P de x égale moins 1. Ça nous fait combien? P de x égale moins 1. Ça nous fait n-4 sur n, puisqu'il y a n-4 boules qui portent le numéro 0 et qu'elles sont tirées au hasard. Ça nous fait n-4, et qu'elle est tirée au hasard, pardon, n-4 sur n, n-4 sur n. La probabilité pour que x soit égal à 4, c'est donc 3 sur n. Et la probabilité pour que x soit égal à 9, c'est 1 sur n. Il n'y a qu'une boule, d'accord? Donc l'espérance de cette variable, c'est quoi? L'espérance, c'est donc moins n-4 sur n, plus 4 fois 3 sur n, plus 9 fois 1 sur n. Ce qui nous fait 4, on met tout sur n, ok? Ce qui nous fait sur n. Alors nous plantons pas. 4 fois 3, 12, 12 et 9, 12 et 9, 21, 21 et 4, 25, 25 moins n sur n. Donc E de x, le jeu est équitable si et seulement si E de x égale 0, ce qui équivaut à n égale 25. La réponse est vraie. D'accord? 8e question. Une pièce bien équilibrée, patati patata. Alors là, d'ailleurs, de la loi binomiale. Alors, une pièce de monnaie mal équilibrée. La probabilité de tomber sur face est 2 fois plus grande que celle de tomber sur pile. Donc, oméga, ça c'est la 9e, hein, ok? Oméga, c'est, pardon, pile, non pile, face. Donc, la probabilité que ce soit face, on sait que, bon, vous pouvez le faire de tête, mais sinon on sait que P de F, c'est 2 fois P de P. D'accord? Et on sait que P de F plus P de P égale 1. Donc 3P de P égale 1. Et donc on trouve P de P égale 1 tiers, ce qu'on pouvait trouver tout de suite de tête. Hein. Et P de F égale 2 tiers. Bon, vous pouviez le sortir directement, ça. Hein. Ok. On la lance 15 fois successivement. La probabilité de tomber exactement 10 fois sur face est supérieure à 0,2. Oui, c'est bien une loi binomiale. Donc ça, il faut le justifier. Donc, il s'agit de la répétition. Donc d'une épreuve de Bernoulli dont la probabilité de succès est 2 tiers. On va noter ça égal à P. D'accord? Les tirages successifs sont indépendants. C'est important de le dire. Les tirages successifs sont indépendants. Donc, x de oméga, si on note x, la variable aléatoire qui correspond au nombre de faces obtenues, x de oméga est égal à 0,15. D'accord? Et x, compte tenu du fait que c'est la répétition d'une même épreuve de Bernoulli, les tirages étant indépendants, x suit la loi binomiale de paramètre 15, 2 tiers. D'accord?
Donc la probabilité de tomber exactement 10 fois surface, la probabilité de x égale 10, c'est donc 10 parmi 15, d'accord, multiplié par 2 tiers, ça c'est le succès, à la puissance 10, fois 1 tiers à la puissance 15, à la puissance 5. Ce qui nous fait, alors 10 parmi 15, on sort la machine à calculer. Alors combien ça fait ça? Pardon. 3003, sauf erreur, multiplié par 2 à la puissance 10 sur 3 à la puissance 15, ce qui est environ égal à, alors 3003, multiplié par 2 à la puissance 10, divisé par 3 à la puissance 15. Ce qui nous fait environ 0,21. Donc la réponse, c'est vrai. OK? On a bien dit que c'était supérieur à 0,2? Ouais, donc c'est vrai. OK, dernière question, 10e question. Comme l'année dernière, on termine avec un petit peu de géométrie analytique. Donc je vais éviter de me tromper dans les notations. C4,2. D1,2. Alors, on détermine un. Alors, on y va. M, on va donner comme coordonnées x, y. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai dm. Je vais les écrire en colonne, d'accord? X-1, Y-2. Et puis, j'ai quoi? J'ai moins 2 BD. Moins 2 BD, ça nous fait moins 2 fois. Alors, BD, 1, moins 4, moins 3, 2, moins 1, 1. Ce qui nous fait 6 moins 2. Donc on a ça qui est égal à ça. On va l'appeler xm, ym. Ce sera plus simple. Donc xm moins 1 égale 6. Donc ça fait xm égale 7. Ym égale moins 2, 0. Et dans. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. En confondant les... En géométrie analytique, on peut vite se planter, il y a des nombres de partout. Cn, il faut mieux vérifier 2 fois. Ça nous fait donc xn moins 4, yn moins 2. Et l'autre, c'est quoi? 5ca. 5ca, ça te fait 5 fois... Alors, ca, 1 moins 4, moins 3, 1 moins 2, moins 1. Ce qui te fait moins 15, moins 5. Donc tu obtiens xn. Je vais écrire m70, d'accord? Donc on obtient xn. Xn moins 4 égale moins 15. Ça fait xn égale moins 11. Et yn égale moins 3. Moins 5 plus 2. Donc, sauf erreur, j'ai n moins 11 moins 3. Seul risque en géométrie analytique, c'est les erreurs de calcul. Mais on en fait facilement. Enfin, BP. Attends, je vais me mettre là. BP, c'est xp moins 4. C'est bourrin, hein? Yp moins 1. OK. Et 3AB. Ça fait, pardon, 3AB. C'est 3 fois, on va y arriver,
faut pas se déconcentrer. 4 moins 1, 3. 1 moins 1, 0. Et ça fait donc 9, 0, sauf erreur. Donc le point P, il a pour coordonnées 9 et 4, 13. XP égale moins 4 égale 9. Tu passes le 4 de l'autre côté, ça fait 13. YP égale 1. Bon, eh ben, allons-y, on va démontrer que ces vecteurs sont ou non collinéaires. Donc, sale bête, hein. Alors, Mn, ça fait moins 11, moins 7, moins 18, moins 3, moins 0, moins 3. Ah, ça sent bon. MP, ça fait 13 moins 7, 6. C'est bon. 1 moins 0, 1. Donc ce que tu as, c'est que Mn, là ça se voit à l'œil, c'est moins 3 MP. Donc les vecteurs Mn et MP sont collinéaires. Les points M, N et P sont donc alignés. C'était bien la question? Oui. C'était donc vrai. Voilà, voilà pour le vrai-faux de cette année, qui était plus court que celui de l'an dernier de mémoire. Par contre, le problème était un petit peu plus long là, cette année, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Prépa Live. Et d'ici là, préparez-vous avec énergie et détermination aux oraux d'admission pour Sciences Po. Je vous le souhaite. À très bientôt. Au revoir.